Bonjour Cédric, bonjour Arnaud. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le premier épisode, l'épisode 0 de ce podcast et émission Leadership spirituel. Avant de commencer, un petit mot sur qui tu es, Cédric. Moi, je suis donc Cédric. Je dirige depuis 2009, mais avec des entrecoupures, une radio associative basée à Strasbourg. Depuis 2016, je dirige même 2 radios associatives. Et effectivement, la nouveauté pour moi, c'est la direction d'une boîte, d'une entreprise qui s'appelle Easymara. Et effectivement, voilà, ça génère beaucoup de joie. Easymara qui est pas radiophonique, mais qui est de la production de contenu multimédia, donc de l'audio, du podcast, et de la vidéo voilà, contenu réseaux sociaux, mais pas que. Voilà. Super, merci à toi. Ouf, difficile de se présenter en 2 secondes. La tension était là. Mais on a senti la qualité du pitch. Ah oui, d'accord, ok. Merci à toi. Arnaud Stolz, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Alors oui, donc je m'appelle Arnaud Stolz, j'ai la responsabilité moi d'un lieu un peu particulier que je vais appeler un tiers-lieu, parce qu'en fait ma profession c'est pasteur, je suis pasteur d'une paroisse, d'une église qui en fait se présente aujourd'hui sous forme expérimentale et dans la forme d'un tiers-lieu. Un tiers-lieu c'est un lieu en fait qui est détourné un petit peu de sa fonction principale habituelle, et qui permet en fait aux gens qui la rejoignent de trouver un peu ce décalage aussi, et pour pouvoir créer des marges pour eux-mêmes aussi. Donc en fait ce tiers-lieu s'appelle Nous Tous. Il est situé au plein centre de Strasbourg, dans le cheminement qui va de la gare vers le centre-ville. Et donc en fait l'intention de ce lieu c'est de cultiver l'ouverture, et en le faisant à travers en fait des ouvertures de portes, mais aussi l'accueil de porteurs de projets qui ouvrent en fait le lieu sur le sens qu'ils portent à travers leurs projets. Et donc nous accompagnons ces personnes-là, à la fois sur un mode individuel ou associatif, mais aussi sur le mode entrepreneurial à travers Nous Tous Pro. Super, merci à toi. Et bienvenue du coup dans cet épisode. Pour du coup démarrer ce petit temps, l'idée, c'est peut-être de savoir, peut-être que vous êtes connecté au leader spirituel ou au leadership, à l'idée du leadership spirituel. Il y a un mot qui a popé, c'est d'une certaine manière l'exemplarité, une valeur qui m'est apparue un mot qui m'est apparu lorsque tu nous as sollicité presque à dire chez vous qu'est-ce que ça génère. Chez moi, c'est exemplarité qui est un peu venue naturellement dans ma tête, quoi. Et qu'est-ce que tu mets derrière cette idée d'exemplarité ? Ouais, ce côté leadership spirituel, qu'est-ce que ça génère chez moi, qu'est-ce que ça invite. J'ai tendance à dire que un leadership spirituel, il demande pas aux autres ce qu'il n'est pas prêt à faire lui-même, et du coup, et au contraire, il essaye d'emmener avec une énergie positive, avec le double d'effort pour montrer peut-être une voie d'engagement possible, voilà, aux autres. Un bon terme. Est-ce que ça résonne de ton côté, d'une manière ou d'une autre ? Moi, c'était plutôt le terme responsabilité. Pour moi, je me suis relié à la dimension du leader spirituel, dans le sens où, pour moi, un leader spirituel, c'est quelqu'un qui a le souci ou la responsabilité, et qui la prend de lier sa parole et ses actes pour indiquer un chemin, en tout cas, à tous ceux qui sont en connexion avec lui. Parce qu'en fait, on est trop souvent en fait en lien avec des gens qui sont soit dans la parole, soit dans les actes, mais vraiment l'équilibre entre les deux ne se fait pas, et se fait pas naturellement surtout. Et donc, je pense que je me suis connecté à cette image-là, en tout cas, de la responsabilité, ou cette notion-là de responsabilité. C'est quelqu'un qui prend la responsabilité de faire exister cette connexion entre les deux, en fait. Ouais. Du coup, j'entends aussi, et c'est un mot qui résonne pour moi, le côté de l'alignement entre action, intention et parole. Ça me fait penser d'ailleurs à l'émission sans pub, des paroles et des actes, et des actes et des paroles. Responsabilité, ça m'évoque tout de suite un des leaders spirituels que j'ai eu à suivre à un moment, qui s'appelle Sadhguru, qui est du coup
d'origine hindoue, qui est un yogi et qui, dans son livre Transformation intérieure, part du principe que pour être véritablement un leader, il faut, avant même de commencer c'est vraiment la préface, l'introduction, avant même de commencer le livre, il a dit si vous n'acceptez pas que tout ce qui arrive autour de vous et en vous est de votre responsabilité, alors vous pouvez vous arrêter là et commencer le premier chapitre à partir du moment où ceci sera accepté. Je ne sais pas si... En tout cas, c'est comme ça que là, je perçois aussi cette notion de responsabilité. Je ne sais pas si ça résonne d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs dans l'exemplarité, parce que... Ouais, ouais, c'est sûr que je, je rejoins le côté acte et parole. Et souvent, je m'étonne. Ah, ça fait un peu le français qui va râler un petit coup quand même, mais moi, ça m'interpelle et je dis pas ça pour jeter la pierre, mais c'est vraiment quelque chose que je remarque. J'ai l'impression que souvent, c'est pas simple de connecter, de communiquer, de dire ce qu'on pense, de mettre tout le monde dans la boucle et comme ça, ben, tout le monde a l'information. Je trouve que c'est des choses qui me semblent assez naturelles, que je pratique assez naturellement et qui me semblait être un standard assez naturel par ailleurs. Et en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui m'apparaît comme difficile chez d'autres et chez beaucoup. Voilà. Et du coup, bah ça vient placer même la notion de connexion acte et mots, mais aussi dans le transversal, entre personnes de structures différentes, etc. Ça vient passer un enjeu de leadership là-dessus aussi, même si on n'est pas, comment dirais-je, le N+1, l'autorité effective, administrative d'une personne, quoi. On peut impulser, je crois, des choses de l'ordre de la transparence, de la bienveillance, de la bonne communication, même si on n'est pas en autorité les uns par rapport aux autres. Dans ce que tu Je suis un peu sorti. Non, du tout. Non, Désolé. du tout. Le temps, là. Du tout, je pense que justement, cet espace est fait pour ouvrir, justement, comme je l'ai indiqué. Du coup, si on ouvre très loin, on ouvre plus de perspectives et de champs, donc tant mieux. Mais ça a fait écho sur cette j'ai perdu le fil de mon idée. Sur la différence qu'il y a entre... Enfin, c'est une question plutôt. Est-ce que être dirigeant, c'est être un leader? Et est-ce qu'un leader est un dirigeant? Dans ce que tu partages en parlant de N+1, en fait, c'est Oui, top c'est vrai. manager, et du coup, ça m'interroge aussi par rapport aux personnes qui vont nous voir ou nous écouter, de s'interroger sur ce lien-là. Est-ce qu'un dirigeant est automatiquement et naturellement un bon leader ou un leader tout court et vice-versa? Oui, puis j'ai séparé les deux sans faire exprès là dans mon exemple. Ouais. Mais c'est super vrai. intéressant le clignotant Ouais. dont tu parlais. Maintenant qu'on a tourné. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à ce sujet? Ouais, moi, il y a quelque chose qui me vient. En fait, au fond, un dirigeant est toujours un leader. Parce que c'est la personne qui a autorité, la personne qui donne une direction. Et je pense que ce qui est intéressant à interroger, c'est quelle nature de leader il est, en fait. C'est-à-dire que, de facto, quelqu'un qui dirige une action ou une organisation, d'une certaine manière, il est leader, en vrai. Puisque c'est lui qui donne l'impulsion, c'est lui qui a la responsabilité de le faire. Maintenant, la question, c'est de rapprocher ça avec la question de la spiritualité, puisque c'était un petit peu la question initiale. D'être un leader spirituel, ça voudrait dire en fait appliquer en fait à cette responsabilité-là une orientation un peu particulière. Donc voilà, donc je pense qu'en fait le leadership, c'est simplement avoir l'autorité sur une situation dans la perspective d'une action ou dans la conduite d'une organisation. Voilà. Mais le faire, en fait, à partir de la conscience de le faire dans un certain état d'esprit, en fait, ça rajoute quelque chose. Je trouve ça intéressant parce que du coup, si j'entends bien, tu connectes l'idée de leader à celle d'autorité. Ouais. Et moi, si je mets le point sur l'énergie du leader, il y a une forme... Alors peut-être d'autorité naturelle ou organique qui se diffuse, mais pour moi, c'est de l'ordre, et du coup,
dans le terme spirituel de l'ordre de l'immatériel, de l'impalpable, il y a une énergie qui se diffuse qui fait que naturellement, il y a ce que tu disais, cette énergie d'entrain, d'amener d'autres personnes avec. Bah, j'ai l'impression qu'elle n'est pas naturelle, moi. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que c'est de fait, elle est de facto. C'est-à-dire que quelqu'un qui se met à une place où il y a des décisions qui sont prises, il y a des directions qui sont prises, d'une certaine manière, ben, il a un leadership. Voilà, il a une autorité, il fait avancer la machine, et quelle que soit la manière dont il la fait avancer. Et même s'il est sans charisme, à la limite, c'est ça le leader, c'est celui qui pousse la machine. Il y a un endroit. Ouais, un exemple juste pour illustrer, parce que moi je connecte assez avec ce que tu dis. Un exemple, je pense déjà un petit peu vu, du N+1 qui gère un groupe, mais dans ce groupe il y a un leader naturel. Et souvent, la plupart du temps, quasiment toujours, le N+1 va attendre le mouvement du leader naturel et va complètement s'aligner sur ce leader. Donc la hiérarchie est respectée, le N+1 reste le N+1, mais le N+1 va quasiment à chaque fois suivre l'impulsion proposée par le leader au sein du groupe qui est son subordonné, en fin de compte. Il me semble déjà avoir vu ça, donc bien sûr. Ouais, et ça connecte un petit peu avec ça. Mais dans l'idée du leader spirituel et de la spiritualité du leader, j'ai pu, et dans un cas concret, j'ai été moi-même dirigeant d'une structure avec 8 salariés et j'ai mis en place tous les exemples concrets qui montraient à quel point je n'étais pas leader spirituel. Dans le sens de... J'étais dans le stress, je diffusais le stress, j'étais dans la descendance, c'est-à-dire dans l'impulsion descendante d'une pression, d'attendre des résultats qui me mettaient en stress, qui mettaient en stress les équipes, etc. Et pour moi, quelque part, je lis l'idée du leader spirituel en comparatif de ce que je n'ai pas été dans le vivant, qui m'a mené d'ailleurs au burn-out. Et des équipes en stress, en tension, en souffrance. Et donc, c'est à partir de ce point-là que je le définis dans ma tête, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est l'opposé de ça? Et donc, pour moi, aujourd'hui, après notre échange, peut-être que je vais changer d'avis, mais aujourd'hui, du moins, c'est de diffuser une énergie positive, qui ne veut pas dire de mettre sous le tapis tout ce qui ne se passe pas bien ou qui serait de l'ordre de l'amélioration, mais en tout cas de créer les conditions propices à ce que le côté positif comme négatif dans une organisation se voit, se discute et s'échange et soit porté, incarné, porté par ce leader. C'est du moins un des éléments que je mettrais là sur la notion de leadership spirituel. Et je sais d'ailleurs à nous tous, pardon, Non, c'est bien. je sais d'ailleurs qu'à nous tous, d'ailleurs je viens de remarquer que on a commencé par la suite et on ne s'est pas introduit, mais on va le faire dans un second temps du coup. Respecte rien aujourd'hui. C'est le principe du leader spirituel, il le fait à sa tête et à son intuition. Voilà, le bonheur. Comme quoi. C'est un des autres ingrédients. Du coup, à nous tous, je sais qu'il y a certaines conditions qui sont réunies. Est-ce que tu le mets sur le compte du leadership spirituel puisque nous tous, c'est dans une église. C'est un tiers-lieu d'église ou une église tiers-lieu. Est-ce que tu peux partager un petit peu ce que, justement... Moi, en fait, le truc, c'est que peut-être pour ça que je vois les choses un peu comme ça. C'est-à-dire, moi, je définirais ce que c'est qu'un leader. C'est-à-dire que pour moi, c'est in fine celui qui décide, dans le cas que tu viens de signaler, qui était ton cas propre. D'une certaine manière, tu es resté le leader. Est-ce que tu as été un leader est-ce que tu as exercé un leadership spirituel? Peut-être pas. Peut-être que ce que tu aspires aujourd'hui, c'est peut-être à retrouver quelque chose de cette nature. Pour moi, la notion de spirituel, elle ne s'applique pas tellement à ce que moi je vais incarner. La question, c'est la manière dont je prends en compte les gens qui sont avec moi. C'est-à-dire que quelle est la relation qui nous relie et quelles sont les valeurs, quels sont les sens, les intentions qui sont partagées, en fait. Et pour moi, en fait, le leader spirituel, c'est pas qu'il aurait un esprit démesuré, totalement en lien et qui serait inspirant en soi. La question, c'est est-ce que lui sait faire place à ça à l'intérieur de lui-même,
et le met à disposition des autres, et dans la perspective d'un projet, en fait. Et donc, en fait, ce qui est spirituel, pour moi, c'est le projet. Donc, c'est-à-dire qu'il est détaché, en fait, de celui qui est inspirant ou non. C'est-à-dire, à partir du moment où on fait exister un projet, pour moi, en fait, on peut devenir un leader spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, on le fait à sa manière, avec ce qu'on est, mais aussi on permet aux autres de le faire. À leur image, à l'image de ce qu'ils sont, en fait. Dans l'esprit de transmission, du coup. Oui, dans un esprit de transmission et dans un esprit de... Comment dire? C'est-à-dire ce qui va être immédiatement, on va dire, inspirant à cet endroit-là, c'est pas le leader lui-même, mais c'est le fait qu'il mette en fait le projet à disposition de lui-même et des autres sur le même plan. J'aime bien. Ouais, ça me fait penser à croire en son projet. Et si croire dans le projet porté par un collectif, bien sûr, on se dit tous c'est super. Le leader spirituel, ça serait celui qui essaye de faire en sorte que cette croyance collective demeure, peut-être grandisse, que la flamme persiste. Et tout l'enjeu dans cette perspective-là, c'est de ne pas être un gourou, c'est pas être un lobotomisateur de cerveau ou un tyran, mais effectivement d'être un créateur de conviction. Donc croire au projet, j'aime bien ça, parce que ça, presque pour moi, j'y avais pas pensé avant, et pour le leadership spirituel, d'un seul coup, pourquoi est-ce qu'on parle de spiritualité pour le leadership? Parce qu'on croit en son projet. Et t'as fait le mouvement comme ça de cette étincelle. Enfin, moi, j'ai vu une étincelle beaucoup, partir. Sans faire exprès. Non, mais je trouvais justement le geste on a la chance d'avoir de la vidéo, et du coup, je trouve que le geste a toute sa saveur ici, dans la communication non verbale, qui reste une communication aussi. Et d'ailleurs, dans le leadership spirituel, en vrai, on utilise tout un tas d'outils qui sont les nôtres. On a nos corps, on a nos émotions, on a notre cerveau. Et du coup, là, moi, quand tu as fait ce geste, j'ai vu une étincelle, comme si il y a un feu au milieu de personnes qui se retrouvent. Et du coup, cette idée de régulièrement, de manière rythmique, mettre une étincelle ou raviver le feu pour quand on a froid et que le feu s'éteint, s'il y en a bien un qui doit prendre le leadership pour remettre des braises, remettre des bûches, sinon le feu s'éteint. Et du coup, je le connecte à cette idée de projet. Et je me demande, vu que tu es toi aussi, Cédric, porteur d'un projet, leader, dirigeant, que ce soit dans le cadre associatif, mais aussi d'entreprise, avec Easymara. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de le lien, en tout cas, que tu fais là dans cet échange entre ce que tu vis au quotidien et cet échange autour du leadership spirituel, autour de la croyance de ton projet, de la diffusion de cette croyance, cette foi au projet, en tout cas, du moins. C'est comme ça que moi, je le verbaliserai. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience là-dessus? Sur les projets que tu as cités, il y a toujours eu une conviction un peu collective et assez naturelle. Et du coup, c'était pas un grand travail déjà cérébral pour essayer, et c'était pas un grand travail de leadership, puisque les choses étaient assez, il y avait un élan collectif et tout le monde y croit, et à la bonne heure, quoi. Le feu brûle. Voilà. Donc c'est sûr. Mais j'ai entendu maintenant beaucoup trop d'histoires de burn-out, de projets qui était super, mais qui, avec un petit grain de sable, qui d'un seul coup vient déranger la machine, et d'un seul coup de plus en plus, etc. J'ai entendu beaucoup trop d'histoires comme ça pour me sentir solide sur ces questions-là. Et je me dis que ce feu, même s'il brûle bien, à un moment donné, il est très fragile. Il ne faut jamais perdre dans sa tête l'idée que c'est quelque chose de très très fragile, quelque chose sur lequel il faut veiller, quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser non plus à 100%, enfin qu'on ne maîtrise pas, d'une certaine manière, même si on y travaille, quoi. Voilà, donc voilà un petit peu ce que ça évoque très concrètement chez nous. Donc j'ai pas tellement d'éléments concrets parce que c'est assez naturel au jour d'aujourd'hui, mais il y a cette conviction que c'est quelque chose de très précieux, peut-être le plus précieux,
sur lequel veiller, ce côté de... Il y a le feu dans le bon sens du terme, il y a le feu du projet, le feu de l'envie, le feu du plaisir d'être ensemble, de faire ensemble, la joie. Voilà, donc ça c'est... et je me dis, c'est forcément très fragile, et c'est le truc le plus précieux sur lequel veiller. Des fois, on est un peu démunis sur comment faire quand peut-être si le feu change, se transforme avec des mouvements dans le projet, etc. Donc ouais, je me sens aujourd'hui heureux, mais fragile tout de même. Voilà. J'essaie de... C'est marrant parce qu'il y a 2 jours, en animant un groupe d'entrepreneurs, il y a quelqu'un qui a posé la distinction entre fragilité et vulnérabilité en disant que c'est absolument pas la même énergie. Et quand tu dis je me sens fragile, je me questionne à l'aune de ce qui est arrivé dans le présent il y a 2 jours. Est-ce que c'est fragile ou c'est vulnérable? Est-ce que tu mettrais les mêmes mots à cet endroit-là? Vulnérable, non, parce que j'ai pas... Parce que vulnérable, c'est que tu sens que tu vas prendre le coup, ça va traverser la cuirasse et tu vas prendre le coup, quoi. Fragile, c'est que tu sais que voilà, l'armure elle a des failles, quoi. Mais tu vois pas déjà le coup arriver, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que ça résonne d'une manière ou d'une autre pour toi? Je fais des analogies très bizarres. Ouais. Non. Intéressant. Non, mais c'est aussi quelque part moi, ce que je lis par rapport de ce que tu partages par rapport à l'idée du leader spirituel ou du leadership spirituel, le fait qu'il y ait quelque part une forme de carapace et d'armure avec ses propres failles. Voilà, Bah, en fait, moi, encore une fois, je crois que je le vois au niveau du projet. En fait, le truc, c'est que la fragilité, moi, je la sens au niveau du projet. C'est-à-dire que de continuer à faire vivre un projet, c'est-à-dire que de continuer à faire vivre les éléments qui le constituent et qui sont des éléments fragiles, justement, ou vulnérables, en fait. Parce que, en fait, c'est les premiers éléments à partir quand, par exemple, ils sont confrontés à une recherche de résultats, par exemple. C'est-à-dire qu'on va aller, comme on dit, à l'essentiel. Et en fait, en pensant aller vite, mais du coup, on s'écarte de l'essentiel. Et donc, en fait, le vulnérable, le fragile là-dedans, c'est le projet, il part, quoi. Parce qu'on veut aller vite, parce qu'il faut un résultat, parce qu'il faut rentrer des sous. C'est-à-dire le sens, ce qu'on voulait vraiment faire, quoi, voilà. C'est ça. Okay. C'est-à-dire que finalement, ce qui est vulnérable, c'est pas toujours nous, en vrai. C'est-à-dire qu'au départ, c'est pas forcément ni les équipes, ni les dirigeants, en fait. Au départ, ils ont vu le projet et le feu. Mais la difficulté, c'est qu'après, avec tous les autres enjeux qui se présentent, qui sont les aspects, on va dire, un peu plus matériels directement, les aspects d'objectifs, de résultats, etc., dans les organisations, dans les entreprises, bah, de temps en temps, la nécessité d'aller vite pour ne pas se laisser dépasser par la vie du marché, la nécessité en fait, d'être toujours en veille sur quelque chose, etc., peut nous écarter en fait, de l'essence qui a permis ce feu et qui permet en fait aux gens de se raccrocher à quelque chose qui a du sens quand ils se lèvent le matin. Et donc c'est ça qui est fragile, c'est-à-dire c'est ça qui part, je le perçois comme ça. Et quand c'est parti, par contre là, le risque devient un risque pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois pour le dirigeant et pour les équipes. C'est-à-dire que quand il n'y a plus le feu, eh ben, on commence à fonctionner. Et à cet endroit-là, mais en fait, un autre leadership se met en ligne, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est la pression qui va devenir l'élément en fait moteur. C'est-à-dire que quand on vise un résultat, bah, on met une pression, il faut qu'on y arrive, quoi. Et donc là, le projet, ouf, oui, il est vraiment vulnérable et il prend des coups. Pour la défense du stress leader. Pour la défense du stress leader, je pense qu'il y a tellement de conditions aujourd'hui, je ne sais pas comment vous le vivez dans vos quotidiens respectifs, professionnels, même si j'en ai une idée, il y a tellement de conditions réunies pour pousser les dirigeants et les N+1 et les projets à être dans un mode de fonctionnement et non pas de côté organique, de diffusion, je pense à la manière dont le système pousse les organisations à produire plus avec souvent moins de ressources, que ce soit économique, que ce soit humaine, que ce soit au niveau des outils, peu importe. Je
pense à la manière la pression, en fait, les ingrédients extérieurs qui viennent pousser une déconnexion, enfin, qui entraîne peut-être naturellement des déconnexions avec les projets. Du coup, là où je m'interroge moi, c'est comment, dans vos projets respectifs, vous ravivez ce feu ou en tout cas vous protégez ce feu dans sa fragilité, en conscience et en contact avec tous ces facteurs extérieurs qui font que, bah, quelque part, la pression, elle est présente et il faut la faire exister. Et voilà, c'est un peu l'interrogation que là, c'est dans le comment. Du coup, protéger ce feu malgré les conditions de tempête extérieure. Moi, je dirais exemplarité. Voilà. Et l'exemplarité des limites, je crois. Et aussi tentative d'humilité le plus possible, à savoir prise de conscience que mes propres difficultés, mes points faibles à moi ne sont pas les points faibles des autres, et que là où pour moi c'est facile, pour d'autres en fait ça va être dur, quoi. Et j'essaie de transposer le truc où pour moi c'est la grosse galère, mon gros point faible. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas, le gars à côté il y arrive facile. Et j'essaie de me dire que pour cet autre sujet où pour moi c'est facile, pour l'autre c'est la galère, quoi. J'essaye de pas perdre ça de vue. Voilà. Mais c'est un défi, parce que voilà, quand tu es dans le dur d'une discussion, forcément tu te dis l'autre pense comme moi, quoi. Ça me fait penser à la question qu'on pose souvent à nous tous pros, justement, aux entrepreneurs. C'est une des questions, c'est pourquoi le projet ne m'a pas choisi. Et du coup, une fois qu'on est en contact avec pourquoi il ne m'a pas choisi, l'invitation, c'est quelles sont les ressources extérieures qui permettraient de pouvoir réaliser ce que le projet demande quand même. C'est-à-dire, moi je donne un exemple, je suis très mauvais en graphisme design, c'est pas du tout mon truc, et ça me coûte de l'énergie, ne serait-ce que de me concentrer sur quelle est la couleur la plus utile à cet endroit. Si on me le demandait, non mais vraiment, je deviendrais dingue. Confession, oui. C'est la nature de cet espace qui le veut. C'est ça. Mais du coup, moi je deviendrais dingue. Du coup, je cherche une ressource extérieure, soit en indépendante, soit service civique, volontaire, bénévole, peu importe dans le cadre de la structure professionnelle qu'on a. Mais voilà, c'est ce qui m'est venu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient de cet ordre de la protection de ce feu, malgré les conditions extérieures? Ouais, c'est pour ça que je reconvoque, moi, du coup, pas forcément l'exemplarité qui est trop rattachée en fait à la personne, mais plutôt l'esprit de responsabilité qui peut exister dans la vie d'un projet. C'est-à-dire, pour moi, le leader, c'est qui exprime un leader, enfin, qui s'exprime en tant que leader spirituel, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité de faire exister, pas seulement lui-même comme un élément de confiance ou de lien, mais qui prend le temps de faire exister un processus qui est externe à lui-même, et qui permet en fait de mettre les gens dans cette capacité justement en fait à contribuer ensemble au même projet. C'est-à-dire que du coup en fait la manière dont on le fait à nous tous, c'est de pouvoir dire en fait une fois par semaine, on fait résonner en fait les éléments en fait qui font sens dans le projet. On a une réunion qui permet en fait à chacun qui contribue au projet de s'exprimer sur des parties qui sont soit tout à fait matérielles, mais aussi très immatérielles parfois. Et c'est ce qui permet en fait par un processus, c'est-à-dire qu'il n'est pas relié en fait au charisme du leader ou de celui qui est censé avoir la responsabilité ou l'autorité sur l'organisation, de partager justement en fait ce que toi tu appelles cette ouverture, pouvoir utiliser des gens qui n'ont pas les mêmes compétences que toi et ce genre de choses, ou même la vision, parce qu'en fait c'est ouvrir des espaces comme ça permet aussi d'une manière régulière de convoquer en fait des points de vue qui ne sont pas celui du leader en fait, et qui sont tout aussi justes du point de vue du projet parfois. Donc en fait c'est un peu comme ça que je le verrais moi. C'est dans la responsabilité d'ouvrir un processus qui permette que les choses existent, même à la limite en dehors du leader. Chez toi, Cédric, est-ce que le feu s'était éteint dans l'expérience professionnelle que tu évoquais tout à l'heure, où tu étais responsable de 8 personnes? C'était ta boîte, si j'ai bien compris, comme tu le disais. Ouais, c'était une association dont j'étais responsable légal, que j'avais créée au départ.
et effectivement, en fait, les conditions extérieures, c'est pour ça que je posais cette question, c'est que les conditions extérieures, dans la nature même du fait d'être, et vous êtes tous les deux d'ailleurs en lien avec le monde associatif, là précisément, j'étais à la course à l'argent, à la course au reporting administratif des projets, puisque la logique sociétale en France, du moins systémique, fait que j'étais contraint de devoir créer des projets spécifiques pour obtenir des fonds spécifiques et pas sur la mission, sur la raison d'être globale de l'association, qui, du coup, derrière, entraînait tout un tas de démarches administratives qui n'est pas de mes compétences, ou en tout cas, c'est pas ça qui me fait vibrer, qui alimente le vivant. Ah bon? de faire du En tout cas, c'est pas mon profil. Il y en a qui sont très très Oui, bons c'est vrai, là-dedans, mais en tout cas, je C'est vrai. l'avais pas suffisamment vu à ce moment-là. J'avais pas le recul nécessaire pour voir que j'étais pas à la bonne place. Et du coup, je me suis laissé enfermer aussi dans un modèle économique mourant, c'est-à-dire que j'avais fait le pari que les fonds publics étaient, ou les fondations, en tout cas tous ces financements tiers, étaient ceux qui allaient alimenter le projet dans l'aspect matériel, les ressources matérielles. Et à un moment, en fait, je me suis retrouvé. Le sentiment, c'était d'avoir le sentiment d'être emprisonné dans ce que moi j'avais créé. Je me suis créé ma prison parce que j'ai laissé les conditions extérieures me saisir. Ah oui. Et du coup, saisir en fait aussi toutes celles et tous ceux qui étaient autour de moi. Et quand tu dis 8 personnes, en vrai, à ce moment-là, la pression était telle que il y avait des dizaines de membres bénévoles, des dizaines de bénéficiaires de notre association. Donc on parle même des partenaires, donc on va dire une centaine de personnes. Et la responsabilité que je ressentais était sur ces 100 personnes, voire celles qui indirectement aussi bénéficiaient. Quand on travaillait avec des personnes réfugiées, quand on accompagnait une personne, en vrai, indirectement, on accompagnait toute sa famille autour. Ouais. Et du coup, j'avais cette responsabilité-là. Et en fait, j'ai été... je me suis écroulé sous le poids de ces responsabilités, de cet enfermement. Donc merci de poser la question. Et en fait, par le fait, pour répondre à ta question plus directement, par le fait que j'ai laissé ces conditions extérieures m'emprisonner, effectivement, j'étais complètement la tête dans le guidon. Et ça arrive au monde associatif, au monde d'entreprise, etc. Et j'étais plus en lien du tout, effectivement, avec l'énergie du projet et donc ce feu au milieu. Et donc là, il n'y avait plus que pression. Il faut réaliser ça, il faut qu'on ait des chiffres. D'ailleurs, on va peut-être pas ouvrir ce sujet-là, mais à quel endroit c'est juste de demander à des structures d'impact, des structures à impact, je pense au monde de l'économie sociale et solidaire, mais en vrai même les entreprises, de chercher du chiffre, uniquement du chiffre, alors que en fait leur essence c'est de créer du bien commun. Et du coup, j'ai pas réussi à trouver le juste équilibre. Voilà pour répondre à ta question. Ouais. Ça me fait penser à un podcast, je sais plus le nom de l'entrepreneur qui racontait ça, il disait pourquoi j'ai échoué avec ma boîte. Et c'était vachement intéressant, il le présentait bien mieux que ce que je vais paraphraser, mais en gros il disait à force de grossir, mon projet a grossi, et à la fin, sans veiller à... Là il était plus sur lui, l'individu, hein, pas tellement le projet, mais lui il se retrouvait à faire 90% de son temps des trucs qu'il aimait pas faire en fait. Et alors qu'au début c'était 100% la passion, la création, le truc qu'il voulait faire et tout. Et en fait il s'est retrouvé piégé, comme tu l'as dit, par son propre projet. Je crois limite il a utilisé le mot prison exactement comme toi. Et à la fin, bah, effectivement, il en pouvait plus, il avait plus l'énergie parce que en fait, ce qu'il faisait, ça lui plaisait pas au quotidien. Ouais, donc j'ai trouvé vachement inspirant Bah, en fait, moi, ce que ça m'évoque, c'est que finalement, c'est comme un mécanisme, en fait. C'est-à-dire que le truc, c'est que on a un porteur de projet qui est un leader naturel, en vrai, parce que s'il a été à la source, à l'origine du projet, ben, il est dans une espèce de connexion au départ avec son projet, qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, il la partage avec une équipe, ça se développe, etc. Le niveau de responsabilité augmente, et le niveau d'embêtement, ou pour dire un mot joli à cet endroit-là, le niveau d'embêtement augmente avec, et au bout d'un moment, en fait, les solutions à trouver, en fait, commencent à déconnecter, en fait, celui qui est le porteur de son projet. Et de fait, le portage fait que du coup tu sais plus exactement ce que tu portes. Voilà. Et à cet endroit-là, en fait, ça assèche tout le monde parce que les gens qui commencent à travailler avec toi,
effectivement, à cet endroit-là, ils te regardent et ils vont, mais il est où le projet en vrai? C'est-à-dire que si toi, tu n'es plus environné que de trucs qui n'ont plus de sens, qui ne te rattachent plus, qui ne tirent plus vers le haut, il y a un endroit où en fait, tu ne peux plus être le leader spirituel des gens avec qui tu es. Parce qu'en fait, tu étais responsable de l'esprit, en fait. C'est-à-dire que... Et de maintenir l'esprit dans le feu. Et c'est pour ça que je pense que c'est une grande responsabilité. Et c'est normal que tout un tas de gens échouent à cet endroit-là. C'est parce que ça ne nous est pas naturel de prendre soin de choses aussi subtiles. Parce qu'on se dit pas ça. Je veux dire, quand on voit les histoires d'entreprises, de boîtes, on se dit pas qu'en fait, en vrai, le bien qu'ils essaient de mettre dans le monde, c'est quelque chose de fragile ou de vulnérable. C'est pas comme ça qu'on les voit. On les voit à travers les bilans, les comptes de ouais. résultats, les trucs qui sont consolidés. Quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, généralement, c'est comme ça qu'on se rassure. Mais qui apporte du factuel. Alors, qui apporte... Alors, bien sûr, il y a un avantage il y a un avantage à ça, c'est que du coup, ça manifeste le fait qu'il y a une solidité. Mais en fait, elle n'est que fragile, en vrai. C'est-à-dire que parce qu'un projet, et la manière dont il inspire les gens, la manière dont il peut les aider à vivre bien, et aussi au bénéfice de tous ceux qui bénéficieront des produits ou des services, et ben, d'une certaine manière, cette dimension-là, elle reste et demeure fragile, même avec des comptes de bilan consolidés, avec des gros chiffres. Et alors, comment faire exister quelque part ce qui est de l'ordre de l'immatériel, de l'esprit? Et j'aimerais bien que tu sous-titres cela pour celles et ceux qui vont nous écouter, parce que tu es à la fois entrepreneur et pasteur. Et donc, peut-être que ce que toi, tu vois dans cet esprit est différent de ce que moi, je peux en voir, ou Cédric. J'aimerais du coup que tu nous partages un peu ce que tu vois dans cet esprit du projet, qu'est-ce que tu mets derrière, et comment peut-être faire exister cela, non pas sous une forme de compte de résultats, quoique, peut-être. Voilà, c'est les deux questions que je me pose là à cet endroit. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le fait même de maintenir l'esprit, les valeurs, le sens, l'intention d'un projet, en soi, c'est une valeur et un résultat. C'est-à-dire que la première question qu'on devrait se poser à la fin de l'exercice, c'est est-ce qu'on est encore dans l'horizon qu'on s'était fixé, et qui est un horizon en fait qui est immatériel, c'est-à-dire on veut apporter quelque chose, on veut apporter un bien, on veut apporter un beau, on veut peut-être apporter un vrai, quand il s'agit par exemple d'une structure religieuse. Au demeurant, c'est la première question qu'il faudrait qu'on se pose avant de regarder les comptes. Or, il ne se passe pas exactement ça. Et partout où je regarde, finalement, c'est pas ça qui se passe. Et donc, je me dis, si être spirituel à un endroit, c'est ce qui nous emporte à regarder ce qui justement échappe en premier, c'est-à-dire ces choses un peu fragiles qu'on finalement on laisse finir par déguerpir de notre environnement, et ben c'est que quelque part, à cet endroit-là, ben, il y a quelque chose à inventer pour remédier à ça. C'est-à-dire ça nécessite en fait quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'un choix et qui repose pas simplement sur le charisme de quelqu'un ou son esprit ou la manière dont il est relié au projet. C'est-à-dire ça doit pouvoir en fait exister pour tous ceux qui sont en lien avec le projet. Et pas seulement dans l'entreprise, mais aussi dans le lien avec des prestataires, dans le lien avec on va dire des consommateurs, dans le lien avec des participants, dans le lien avec voilà. C'est-à-dire que et pour moi, il n'y a pas de césure entre ce qu'est une église ou par exemple moi qui suis pasteur, j'ai responsabilité d'une église. En fait, il n'y a pas de différence à mon avis à cet endroit-là entre une église et une entreprise. Parce qu'en fait, dans les deux cas, nous sommes dans le cadre d'un collectif. Il y a bien quelqu'un qui est placé dans la structure pour, d'une certaine manière, accompagner son développement, maintenir le projet au milieu, là, et le faire vivre. Et à la fin, il y a un résultat. C'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'on est vivant en lien avec le projet ou pas? Voilà. Et parce qu'on peut être très bien vivant avec le projet et complètement sans le sou. Et pour autant, je rencontre régulièrement des équipes que j'accompagne et qui me disent être en lien avec leur projet. Or, moi qui suis extérieur, je me rends compte que non. Et donc c'est pour ça que je parle du compte de résultats, de l'immatériel des projets. C'est quels sont les indicateurs peut-être qu'on pourrait utiliser pour pouvoir se dire que oui ou non on est sur le bon chemin du moins.
On est peut-être un tout petit peu à côté, mais on reste globalement dans la bonne trajectoire du projet. Je ne sais pas si... Il y a un cas qui me vient, moi. C'est-à-dire, moi, mon père, il a travaillé dans une entreprise, une grande entreprise de bâtiments et travaux publics. Et en fait, à un moment donné, donc bâtiments et travaux publics, le bien qu'opère, ou bien le projet d'une organisation comme ça, c'est de construire des routes, construire des bâtiments, c'est de permettre à des gens d'y vivre, d'y circuler, etc. Ça a du sens quand même pour les humains que nous sommes. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, dans les bilans de l'entreprise, et ça, je parle des années 80-90, lui, il était directeur administratif et financier d'une des branches de ça. En fait, l'argent venait plus de leur placement boursier que de leur activité propre. Et donc là, même dans un bilan, on peut lire quelque chose qui est en train de s'échapper, en fait. C'est-à-dire que bien sûr, c'est des choses à faire en termes stratégiques, parce qu'on a besoin d'argent et parce qu'on vise quelque chose, mais à un endroit, on est en train de perdre le métier, on est en train de perdre le projet, on est en train de... Et en fait, je ne suis pas toujours sûr que ce soit conscient qu'on le laisse filer comme ça. Et toujours est-il que la plupart du temps, en fait, ce que me relayait mon père de ça, c'est que le métier est en train de partir. Les gens ne sont plus reliés à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont. Et ils avaient choisi, embrasser la carrière, en fait. Et donc, je relis, c'est-à-dire, on peut le lire dans un bilan, en vrai, quand on est un peu attentif. Même les chiffres parlent, en vrai. Voilà. C'est un exemple. J'aime beaucoup ton exemple. Je suis un peu sur quelque chose qui me vient, qui est un peu différent, mais qui me fait dire que là où l'esprit, le projet, l'esprit du projet est clair et au milieu et brûle d'un feu vif et tout le monde est bien éclairé et connecté à ça, ça permet, et ça c'est quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière, d'avoir des discussions difficiles. Et de ne pas les avoir sans que ça soit un problème forcément. Voilà, ça permet d'aborder le sujet frontalement et voilà, et ça, moi, c'est quelque chose qui est ultra salutaire, je trouve. Ça fait vraiment du bien, même si le sujet difficile est là. Dixit, il n'y a pas assez de sous, les gars, ou voilà. Mais ce qui est parfait, par contre, c'est qu'on peut vraiment les aborder pour de vrai, et frontalement, et après, voilà. Donc ça, c'est l'un des avantages, je trouve, très pratico-pratique, d'avoir le feu bien dans le cœur de tout le monde, quoi, et bien au milieu de tout le monde. Ça fait pour moi dégager un des critères de ce que je perçois dans le leadership spirituel d'un projet qui serait que, et c'est en lien avec ce que vous avez dit tout au long de nos échanges, que le leader n'est pas l'enjeu au final. C'est le projet l'enjeu. Quand tu dis il est au milieu, c'est pas dans les braises et dans le feu vivant avec des grandes flammes, c'est pas le leader qui y est, sinon il crame. Du coup, et ça me fait faire l'écho sur la question que tu m'as posée sur mon expérience passée, qui est emplie d'apprentissage, de richesse et de cadeaux pour moi, et aujourd'hui dans le côté de Nous Tous Pro que je porte, qui est un bien fondamental dans ce projet, mais qui fait qu'à ce moment-là, j'étais l'enjeu de tout. Et j'aime le dire, que ce soit en conférence ou que ce soit dans les accompagnements. Cette expérience m'a permis de comprendre et de voir que, en étant l'enjeu du projet, ce qui arrivait au projet m'arrivait à moi. C'est-à-dire des personnes qui critiquaient le projet, qui disaient le projet n'est pas ci, le projet n'est pas ça, je le prenais pour moi. Et tout ce qui arrivait à Cédric, en l'occurrence le burn-out par exemple, est arrivé à l'association, à l'organisation, qui, quelques mois plus tard, a fini en liquidation judiciaire. Et du coup, je peux faire le lien factuel de l'ordre du bilan, concret de Cédric qui est tombé en burn-out, ça a eu des coûts financiers, humains, à l'association. Et je pense que c'était vraiment une de mes plus grosses erreurs, mais en même temps une des plus grosses richesses que j'ai pu avoir de cela. Et je ne le faisais pas, puisque là, j'étais vraiment l'enjeu. J'avais pas, dans ma posture de leader, réussi à créer les conditions pour que ce feu soit vif sans moi, et que en vrai, exactement comme tu l'as dit, et c'est très juste, des gros sujets de fond puissent être abordés au milieu, avec toutes les parties prenantes réunies en disant « mais attendez, là, il y a un gros problème ».
puisque Oui. moi-même, je me sentais être le problème. Ah oui. Et donc, merci pour cette métaphore concrète, comme tu dis. C'est très juste. Mm. Je ne sais pas si dans justement une aventure entrepreneuriale ou une autre, une entreprise ou un cas concret, vous avez d'autres exemples qui peuvent illustrer le leadership spirituel, soit dans le côté valorisation de ce qui a pu fonctionner, ou dans l'autre côté, comme moi, un peu plus dans l'aspect cadeau, apprentissage du vivant, de ce que vous avez vécu dans vos expériences. Moi, j'aurais une question plus. Parce que je trouve qu'on a bien réussi finalement, enfin vous particulièrement, à définir le côté, le leader spirituel, qu'est-ce que ça veut dire en fait, hein, tout ça, et le projet au cœur du travail de ce leader spirituel. Et moi je me interroge, et j'ai peu d'expérience là-dessus justement, dans quelle mesure, quand des projets grandissent, mais grandissent fort, et j'ai un copain qui vit ça actuellement, il n'en est pas le leader, hein, mais il le vit quand même, voilà. Dans quelle mesure on arrive à faire vivre ce feu dans une structure qui, voilà, qui passe les 50 salariés, etc. Ou dans quelle mesure ce feu, presque, c'est normal. On le dit des fois que le couple, au bout de 3 ans, l'amour fusionnel du début, bah, il peut que se transformer. Et dans quelle mesure, là, pour l'entreprise qui passe les 50 salariés, forcément, il n'y aura pas 50 passionnés de la boîte, quoi. Voilà. Mais en même temps, comment est-ce qu'on garde cette énergie d'un début qui était passionné, etc., tout en acceptant une transformation avec une passion peut-être différente? Enfin, ça, c'est une grande question. J'ai jamais eu le truc, et je suis pas du tout au bord d'avoir ce sujet à traiter, mais ça m'interroge quand même. Je me dis, comment transposer ça à des entreprises qui ont là plutôt des tailles moyennes, voire grandes. Mais moi, je pense qu'il faut apprendre à cet endroit-là, peut-être à pas faire la césure entre ce qui est matériel et immatériel. C'est-à-dire qu'une entreprise soit petite ou qu'une entreprise grossisse, etc. En fait, ce lien à construire entre ce qui est matériel et qui peut grandir et qui ensuite va entraîner l'embauche d'une équipe, plus de gens, va enchaîner tout un tas de choses, va aussi entraîner une responsabilité plus forte de maintenir en fait l'aspect immatériel. C'est-à-dire que si tu grandis matériellement avec l'embauche de collaborateurs de plus en plus, en fait, d'une certaine manière, il va falloir faire grossir aussi l'aspect immatériel. Parce que si on ne renforce pas l'aspect immatériel, c'est-à-dire si on ne le rend pas un peu plus conscient pour tout le monde, si on ne crée pas en fait les interfaces, si on ne crée pas les processus pour permettre à chacun d'y accéder, en fait, ça va s'étioler. Et donc, en fait, je pense la responsabilité, le leader spirituel, en fait, pour moi, c'est ça le leader spirituel, c'est quelqu'un qui va repérer qu'en fait, il y a un vrai lien entre le matériel et l'immatériel. Et donc, en fait, on ne peut pas ignorer on ne peut pas se contenter de dire « Waouh, ça grossit, les sous vont rentrer, et c'est super, ça va forcément marcher. » Et ben non, parce qu'en fait, à cet endroit-là, celui qui voit ça n'est qu'un leader. Il n'est pas spirituel, pour moi. C'est-à-dire parce qu'il ne voit pas que, en fait, ce qui fait vivre l'ensemble, c'est ce couple-là, le matériel et l'immatériel. Et donc, en fait, voilà, pour moi, c'est clair. Alors, les formes à trouver, chacun les invente. Mais par contre, voilà, quand quelque chose de matériel augmente, il doit être éduqué par l'immatériel. Et pour moi, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui guide la matière. C'est en ça qu'un leadership spirituel est quelque chose de très différent qu'un leadership tout court. Voilà. Alors, j'ai deux éléments pour répondre à cette question, puisque la vie m'a donné, dans le vivant actuel, le fait d'accompagner une dirigeante qui est dans cette phase d'accélération incroyable. Et ce que je peux déceler de cet accompagnement, qui est individuel là, à cet endroit, mais qui, à mon avis, à un endroit en 2024, va être aussi de l'ordre du collectif, puisqu'elle a ces mêmes interrogations en tant que dirigeante et leader que ton ami qui est pas leader, dirigeant, mais elle se pose les mêmes questions. D'une part, j'ai envie de dire que dans cet accompagnement, je vois que plus cette croissance s'accélère, plus le dirigeant, s'il est éloigné de son projet et qui se concentre sur l'aspect matériel, va renforcer le sentiment de solitude. Ça, c'est la première chose. Et donc, en fait, quelque part, c'est comme l'idée du train, et je l'avais fait dans
J'avais un petit train parce que mon fils m'avait laissé un petit train et j'avais donné un cours à l'EM. Et donc j'ai fait accélérer la locomotive devant. Et du coup, quand la locomotive s'accélère à fond et qu'elle tourne, bah, tous les wagons, ils valdinguent dans le mur. Et on pourrait faire le test là à l'écran, mais j'ai pas le petit Ça train. doit ramener la locomotive. Et du coup, je pense que dans la responsabilité là du leader, il est essentiel qu'il veille à consolider les liens avec les wagons qui sont représentés par l'ensemble des équipes. Parce que si lui, il s'accélère avec son projet, que le projet s'accélère, que lui s'accélère et qu'il ne veille pas à prendre le temps, je pense que c'est un facteur clé. Même si on est dans une croissance, il faut mesurer cette croissance à l'échelle du temps. Je pense que c'est un des ingrédients fondamentaux. On est à la course au profit, on est à la course à toujours plus gros, plus grand, toucher nos rêves, le modèle un peu américain. Live your dream, va jusqu'à la lune, etc. Ok, mais si, et quelque part c'est ce que moi j'ai essayé de faire avec mon expérience précédente, si à un moment je suis trop loin dans l'accélération et que je perds tout le monde, en fait le projet il tombe. Du coup je pense qu'il y a un des ingrédients, c'est effectivement la vigilance de ne pas aller trop vite et de prendre le temps. Le deuxième, c'est de créer les processus, comme l'a dit Arnaud, nécessaires. Et là, je vais faire un stand pub. On a un processus qui s'appelle Smart Group, qui permet au collectif dans un projet de se réunir, de réunir les conditions pour créer des espaces libres et ouverts aux contributions des uns et des autres en lien avec le projet. Ce qui permet quoi? Qui permet de renforcer la connexion au projet, qui permet de renforcer sa connexion à soi-même en lien au projet et renforcer les liens entre les membres d'une équipe. Et dans ces processus-là, c'est des espaces de 3 heures qui sont basés sur une certaine rythmique mensuelle. Donc une fois par mois, on se retrouve. Ça permet de faire exister l'immatériel de ces projets de manière régulière et dans le temps. Je pense que s'il y a bien une chose que j'aurais changé il y a maintenant 4 ans, alors peut-être 4 ans c'était trop tard, mais on va dire 5 ans et demi. Il y a 5 ans et demi, quand le processus d'accélération s'est fait et qu'on est passé de 2 salariés à 6, puis de 6 à plus, etc., avec service civique et compagnie, je pense que c'est cet ingrédient-là que j'aurais mis en tout premier lieu. C'est-à-dire j'aurais réuni les équipes, j'aurais fait appel à un tiers. C'est important, même si j'avais les compétences en interne, puisqu'on était dans la facilitation, parce qu'on créait des espaces, parce qu'on accompagnait les personnes, même si j'étais dans ce cas-là, mon ego, là, il y a 5 ans et demi, aurait dit oh, rien à faire. Aujourd'hui, mon ego est à un autre endroit, ou peut-être un peu moins présent, et du coup, j'aurais fait appel à un tiers pour créer ces espaces et permettre au collectif du projet d'échanger régulièrement dans le temps, dans une dynamique, en lien au projet, à la fois en abordant les aspects matériels, les aspects immatériels, mais intéressant d'avoir un tiers qui, lui, est neutre, globalement indépendant, et qui voit le feu et dit attention, parce qu'il y a des fois où, en tant que dirigeant, en tant que leader, il est plus compliqué d'aller aborder un sujet particulier parce que dans l'interrelation, c'est compliqué. La personne dit oui, mais t'es bien gentil, mais en vrai, t'es mon chef. Donc si moi je te dis t'es dans le faux, peut-être que demain tu vas me sucrer ci ou ça. Enfin, je sais pas, on sait pas ce qui se passe de l'ordre dans l'humain. Des peurs, des résistances, des blocages, etc. Et donc de faire appel Il y à a un beaucoup de tiers ça pour faire en entreprise. Il y a énormément de ça quand même, des mécanismes de défense, de trucs, des bidules, des Complètement. stratégies, des positionnements. Enfin, moi, pour connaître des copains qui sont dans les grosses boîtes, c'est ça à longueur de journée, quoi. D'où la nécessité supplémentaire pour ces grosses boîtes de faire appel à des tiers qui le font, hein, mais de créer, en tout cas, de faire appel à un processus ou un autre. Ouais, la chose que ça m'évoque encore, c'est le fait que, effectivement, quand ça grossit, du coup, l'enjeu qui se déplace, c'est sur l'humain. Comment je gère l'humain? C'est-à-dire quand une entreprise, une organisation grossit, c'est-à-dire que la responsabilité devient plus grande sur comment on gère les humains, en fait. Et donc, en fait, en vrai, dans le grossissement de l'activité, la part qui devient la plus difficile à gérer devient la part de ce que les entreprises appellent les ressources humaines. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on gère cette partie-là, en fait. Et du coup, en fait, c'est à cet endroit-là, souvent, que globalement, le bas blesse, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas prévu le système qui permet aux gens qui arrivent, en fait, de se relier, en fait, au projet. Et avec du sens pour eux-mêmes,
avec un plaisir de se retrouver et de faire des choses ensemble. Ça peut être dans un service particulier, si l'entreprise est grande, etc. Mais voilà, c'est-à-dire l'enjeu devient, on gère les humains, alors qu'en fait, en vrai, le management devrait plutôt être comment est-ce qu'on gère le projet ensemble. Et du coup, en fait, je pense que c'est à cet endroit-là que se situe le vrai changement. C'est qu'il y a une bascule à faire. C'est-à-dire que plus l'entreprise grossit, plus il faudrait s'occuper, en vrai, de ça, de manager le projet plutôt que de manager les humains. S'occuper, se préoccuper. Voilà. Ouais, c'est un copain qui m'a dit aussi, parce que le copain dans la boîte qui grossit, lui, il le vit mal. Il est en mode, ah, ça a changé, c'est plus pareil. Il était là tout au début, ils étaient quelques-uns, puis là, ils sont 50. Et tout part en cacahuète. Voilà, ça, c'est selon lui, même si l'entreprise grossit, va bien. Et ça me fait penser à un autre copain qui m'a dit, en fait, moi, je suis une sorte d'artisan, quoi. Pas du tout dans l'artisanat, mais je suis une sorte d'artisan. Et moi, je veux pas grossir. Enfin, voilà, ça peut être un choix. Et en fait, j'ai trouvé ça ultra sage, ce côté de tout le monde cherche à grossir. Bah, lui, il cherche à bien à vivre, à faire des jolis trucs et tout ça, mais il veut être un artisan, quoi. Il fait ses petites œuvres d'art et puis après il passe à la suite. Et puis à chaque fois, il s'applique, il se donne à fond, mais il n'y a pas d'objectif de absolument faire plus de chiffres, plus de ci, plus de ça, quoi. Ben ouais. Le truc, c'est que quand la perspective se fait, c'est-à-dire que quand quelque chose grossit de manière, on va dire, voilà, on a créé les conditions de départ, les gens sont bien, etc. Et tout d'un coup, ça grossit. Il y a toujours ce choix de dire, en fait, est-ce que ça nous intéresse ou pas? Et c'est là où on vient, ça devient une question immatérielle. C'est ce que je disais, c'est-à-dire il y a immédiatement, normalement, une question qui vient. Qu'est-ce qu'on veut, quoi? Est-ce que c'est intéressant pour notre projet de grandir encore ou pas? Et si on choisit de le faire grandir, ça veut dire, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on est prêt à laisser derrière nous comme fonctionnement et quel nouveau fonctionnement on met en place pour pouvoir ne pas perdre la qualité de ce qu'on est en train de vivre et qui fait que justement on grossit aujourd'hui potentiellement. Et donc voilà. Et aussi on peut dire, comme l'a fait, je pense effectivement la personne dont tu as parlé, le choix de dire non, moi c'est bon, ça me va, la taille là, elle est là. Et c'est comme ça que j'aime vivre mon projet. Avec mon projet, voilà. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça sage, moi, en tout cas. Enfin, intéressant. Moi, ça me challenge parce que j'ai un profil de développeur. Moi, Du coup, ça me challenge parce que j'ai toujours une envie, c'est que si on a créé quelque chose qui peut être bénéfique au monde, bien sûr. Et pourquoi se priver de maximiser son impact et de le multiplier partout? C'est le fondement même de ce qui m'anime. En fait, moi, je vais reprendre l'histoire, puisque je suis pasteur aussi. Et en fait, prenons l'Église. C'est parti d'une petite entreprise familiale. Voilà, le jeune fils sort de chez papa-maman. Il convoque des gens qui sont de notoires incompétents dans les domaines spirituels, puis c'est des pêcheurs, c'est des artisans, c'est des gardes-frontières, enfin voilà, ils n'ont rien pour faire du spirituel, a priori. C'est pas des prêtres ou des... Voilà. Donc il fait sa petite entreprise artisanale, et puis en fait, l'entreprise grandit à partir du moment où en fait, les gens s'en saisissent, il y a un feu au milieu. Et tout d'un coup, ça grandit. Et puis en fait, ça grandit tellement qu'en fait, tout d'un coup, un empire comprend qu'il y a de la puissance. Là, il y a un grand feu. Et donc, un empereur romain décide que ça devient la religion de tout le monde. Et en fait, ce truc-là qui était un feu, qui était de dire aimez-vous les uns les autres, etc., c'est devenu genre, à la fin, ça donne l'Inquisition, ça donne le truc. En fait, un truc qui fait qu'on est complètement à l'envers du projet initial. Et en fait, l'enjeu de grandir, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où, en fait, attention quand on grandit, en vrai, il faut allumer les... C'est-à-dire qu'en fait, on peut terminer à l'envers de là où on avait commencé. Et je pense que ça, c'est pour ça que moi, je ne fais pas de césure entre les organisations. Ça peut être des églises, des entreprises, des associations. En fait, c'est la même histoire à chaque fois, en vrai. C'est le même mécanisme. C'est qu'on peut terminer à l'envers de ce qui nous animait au départ.
Bien. Ouais, elle est inspirante cette histoire, oui. Non, mais le silence est un mode de communication. Ça laisse à réfléchir, c'est sûr. Ouais. Et moi, après, je sais pas si vous conclure, mais ça m'a fait penser à un moment donné, j'ai vécu un temps d'engagement en tant que dirigeant dans une association. Et après, j'avais quitté. Et en fait, voilà, il y avait un leadership très différent du mien. Et ça a été, et du coup, ça a été difficile quoi, pour la structure dans la foulée. Tu as la tentation de dire, les amis, attention, peut-être que si vous aviez un peu mieux écouté, tout ça. Mais peu importe, moi, ce que ça m'a appris, c'est pas ça, c'est à quel point ce que tu construis, toi, dans le cas, au final, c'est donné, c'est fragile et ça peut. Et tu crois que ça va durer toujours, que tu as tracé une autoroute, mais tu as tracé. Non, l'autoroute, demain, il y a quelqu'un qui met un panneau stop et qui met changement de direction. Et en fait, ça pousse aussi à un détachement, justement, par rapport au projet, comme on le disait avant. Où, ouais, il faut toujours garder la conscience qu'on n'est qu'un moment du projet, quoi. Et après que ça peut partir en cacahuète aussi, ou se développer complètement, mais que ça pourrait partir en cacahuète aussi et on ne pourra rien y faire. Après nous. Ou avant, ouais. Et dans la même veine, puisqu'on est dans les citations spirituelles, une des citations qui, moi, m'a le plus accompagné, je pense, depuis la fin de l'aventure pour la recréation d'une autre, ça a été de me connecter à celle de Mahatma Gandhi, que je vois comme un leader spirituel par essence, et qui dit soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et en vrai, moi, j'ai toujours, en tout cas par le passé, avant ce burn-out, souhaité changer, transformer les choses à l'extérieur, changer le monde. Makers for Change, c'est ceux qui font pour changer le monde. Et du coup, à partir de là où moi je me suis effondré, je me suis dit en fait, pour pouvoir diffuser cette énergie-là, j'ai besoin d'abord de me transformer à l'intérieur. Et c'est derrière, et pour moi, c'est comme ça que je connecte cette idée de leadership spirituel aujourd'hui, appliquée dans les projets. Oui. En fait, ouais, en fait, moi, ça reboucle avec l'histoire de ce que tu disais tout à l'heure, la temporalité qu'il faut pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, les projets évoluent à l'extérieur parfois beaucoup plus vite que en fait, les gens qui les portent. Et donc, en fait, l'enjeu du temps, il est vraiment à cet endroit-là. C'est-à-dire que, et c'est un acte de management de savoir qu'il faut du temps, parce qu'en fait, en réalité, ce qu'on va porter dans la durée, c'est par des humains. Aucune organisation fonctionne sans les humains. Donc, il y a un endroit où le leader spirituel, à cet endroit-là, mais je pense qu'il est conscient de ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire fi du temps qu'il faut à quelqu'un pour, en fait, s'investir de quelque chose qui fait sens, en fait. Ça vient pas comme ça. C'est pas genre, voilà, les choses évoluent à l'extérieur et tout d'un coup, c'est immédiatement à l'intérieur. Non, non. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où, en fait, on peut le repérer à l'extérieur, mais il faut du temps pour le rentrer à l'intérieur et inversement. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut du temps peut-être même pour le réinventer vers l'extérieur, une fois qu'on l'a compris à l'intérieur. Et donc, c'est vrai que la logique du temps, là, elle est manifeste. C'est justement ce qui manque souvent, en fait, dans les récits que font les gens de leur vécu en organisation. C'est qu'on a de temps pour rien, en fait. Ce qui me rappelle d'ailleurs, je me remémore mes cours de droit. Et en droit français, il est invité pour tout dirigeant dans le monde du travail de gérer en bon père de famille. Nous sommes tous les trois pères, aussi d'enfants. Et les mères d'ailleurs on pourrait changer en disant bon parent de famille, quand on est à la tête d'une organisation, femme ou homme, et entre les deux. Mais en tout cas, c'est ça que ça m'invite, c'est-à-dire que quand on a cette vigilance de se dire attends, est-ce que notre enfant en tout cas va aller trop vite ou a envie d'aller trop vite, c'est aussi d'observer ça effectivement et de se dire oui, peut-être que c'est le bon endroit, mais quelle est la rythmique et comment accompagner. En vrai, ça fait l'écho avec l'introduction dans ce que tu partageais, hein, c'est d'accompagner au final ça et de permettre à chacune et chacun de cette transformation, ces capacités pour arriver à cet objectif. À quelle rythmique, ça, c'est chacune et chacun qui en décidera. C'était un super moment. On aime bien conclure par un petit tour de bilan de peut-être avec quoi
avec quoi je repars quelle énergie et avec quoi je repars de cet échange aujourd'hui ensemble. Moi, j'aime bien les discussions comme ça où tu avais déjà ça un peu dans ta tête, dans ton cœur. C'est pas des trucs nouveaux que tu entends dans la bouche des autres. Mais le fait de discuter, ça fait que le puzzle, il est un peu mieux assemblé qu'avant. Et du coup, j'espère que ceux qui ont pris le temps d'écouter ça, ça aussi, moi, ça m'a aidé à assembler un peu le puzzle, toujours plus. Et du coup, vraiment, merci. Merci à toi, Cédric. Moi, ce que je retiens, c'est le fait qu'une discussion comme ça, ouais, ça permet en fait de conscientiser beaucoup mieux les enjeux. C'est mieux dit que moi, c'est vrai, mais c'est ça que j'ai voulu dire aussi. Voilà, parce que des fois on est en contribution, mais en fait du coup, dans l'impulsion, moi, c'est justement ça m'a remis le focus là-dessus, parce que au fond, c'est ce qui est fondamental en fait. En vrai. C'est-à-dire que, et si on reboucle avec la thématique d'aujourd'hui, du coup, ce que je vais retenir, c'est ça, c'est que un leader spirituel, c'est quelqu'un de conscient. C'est celui qui prend la responsabilité d'être conscient en fait de tout ce qu'on vient de partager en vrai. C'est-à-dire que ça n'implique pas après toujours les mêmes actes de management, toujours les mêmes décisions, toujours les mêmes mises en place. Ça, il y a un monde à inventer. Mais s'il manque la conscience, s'il manque les discussions là qui nous rendent attentifs à ces choses-là, et en fait, d'une certaine manière, on peut très 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 vite être déconnecté de tout ça. Et des gens avec qui on est en lien aussi. Donc je retiens ça. Merci à toi Arnaud d'avoir été présent, de nous partager tout ça. Mon bilan à moi, ça m'a rappelé l'importance de prendre son temps, d'être conscient, connecté à son projet en tant que leader spirituel ou en tout cas dans l'exercice d'une fonction de leadership spirituel. Et peut-être pour ma part, la vigilance même si je sais que j'ai des gros bidons d'essence, de se dire quelle est la juste mesure pour pas que la chose s'embrase et que tout le monde prenne le feu à côté. Donc prendre le temps et voilà. Et donc à vous qui nous avez écoutés, suivis aujourd'hui, si vous avez résonné avec ces épisodes, avec cet épisode particulièrement, n'hésitez pas à nous contacter, nous faire un petit message. Ça sera avec grand plaisir que nous recueillerons vos contributions et peut-être même de vous accueillir ici. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.